Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver. Je croyais que c'était une voix qui tombait du ciel parce qu'elle était derrière moi. Donc bonsoir à tous. On se retrouve pour la deuxième rencontre de la journée avec. On n'a plus besoin de le présenter, c'est Fouad Laroui. Il sera interviewé par mademoiselle Mariam Koukaïna et le sujet c'est son dernier ouvrage Oligans et talibans. Donc je vous laisse savourer cette rencontre et merci à vous tous. Merci. Alors juste une petite rectification technique. Mariam Koukaïna a un petit empêchement et donc c'est sa fille aînée qui va m'interviewer à la place de Mariam Koukaïna. Vous savez très bien que Fouad a de l'humour, beaucoup d'humour, et c'est sa première blague de la soirée. Donc voilà, on peut l'applaudir. Voilà. Mais attends, elle n'a pas une tête à être intervieweuse quand même. J'espère quand même. Déjà, je la déstabilise parce qu'il m'avait dit, il y a quelqu'un hier qui m'a dit, waouh, tu vas passer un sale moment parce que Mariam Koukaïna a lu très précisément, elle t'attend de pied ferme. Donc j'ai décidé de la déstabiliser tout de suite. Merci, c'est gentil. Apparemment, on t'a même dit que j'avais détesté le livre. Oui, c'est Pape. Il est où, Pape? Je l'ai là. Elle m'a dit, elle a détesté ton livre. Je lui ai dit, ben, c'est bien, on va avoir une discussion intéressante. Vous savez ce que c'est que la malédiction chinoise? Quand un Chinois veut vous maudire, il vous dit, je te souhaite une vie intéressante. C'est-à-dire, il y a des hauts et des bas. Donc, on va avoir une soirée intéressante vu qu'elle a détesté mon livre. Voilà. Donc, en tout cas, on est ravis de vous recevoir pour cette présentation du dernier livre de Fouad Laroui. Apparemment, il ne se présente plus, mais par courtoisie en tant qu'intervieweuse qui a fait mes devoirs. Non, jamais. Juste ce qu'il y a sur Wikipédia. Il y a quelques années, je suis désolé de t'interrompre parce que c'est une histoire incroyable, je l'ai souvent racontée d'ailleurs. Il y a quelques années, j'étais tranquillement chez moi, installé, histoire vraie hein, que je raconte. J'étais à Amsterdam en train de travailler. Il y a une amie qui m'appelle, malheureusement, entre-temps d'ailleurs, elle n'est plus parmi nous, qui s'appelle Hidayah Tazi. Elle m'appelle, elle me dit, alors je décroche, je dis oui, allô, c'est le fixe, hein, Pam. Elle me dit, ah, tu es vivant. Très curieux. C'est ce qu'on disait aussi à Jésus, les chrétiens pensent que Jésus est toujours vivant. Et je lui dis oui. Elle me dit, regarde ta page Wikipédia, ce que j'avais jamais fait. Et elle raccroche. Et j'avais jamais fait ça, donc je rentre, Wikipédia, je mets mon nom. Et ça commence, il est là, il a fait ceci. Et il y avait écrit, sérieusement, mort le 15 avril 2002, à la suite d'une rixe dans un hammam de Rabat. Non, sérieux. Et il y avait 3 erreurs dans cette phrase. Awalan, je mets jamais les pieds dans les hammams parce que je suis très myope. Dès que je rentre, si je rentre dans la vapeur, je ne vois plus rien. Donc déjà, je ne mets pas les pieds. Généralement, je ne me bats pas. Des joutes verbales, oui, mais pas des rixes. Et à l'époque, je venais jamais à Rabat parce que Rabat n'était pas encore la très jolie ville, très propre, très verte qu'elle est aujourd'hui. Ça ressemblait plutôt à un faubourg de Calcutta à l'époque. Donc je m'étais... Oh! L'art de se rendre populaire tout de suite. Je parle de Jdida en fait. Non, mais alors je poursuis une anecdote, mais c'est vrai. Et donc après, bon, j'ai regardé, et mon ami, donc Hidayah Tazi, me rappelle et me dit, t'as vu? Je dis oui, mais comme disait Mark Twain, les nouvelles concernant ma mort sont grandement exagérées. Et elle me dit non, il faut rectifier. Moi, je ne savais pas comment. Et donc, effectivement, elle a fait le travail de rectification. Et elle a trouvé que c'était quelqu'un, écoutez bien, de l'université de Genève, pays censément pacifique, de l'université, donc on ne pouvait pas savoir qui c'est. C'était l'adresse IP de l'université de Genève, qui était entrée dans Wikipédia et qui m'avait tué avec cette mort horrible dans un hammam de Rabat. De Rabat. Heureusement que je ne suis pas du tout superstitieux. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis à la jeune Mariam, ne consulte jamais Wikipédia parce que c'est plein d'erreurs en fait. Mais je vais essayer de raconter tout ce qui s'est passé avant que tu sois mort sur Wikipédia, d'accord?
Peut-être qu'il est temps que je reprenne la parole avant que la rixe ne se passe sur cette scène. La prochaine rixe, c'est entre elle et moi, tu vois. Donc voilà, Fouad Laroui, un des écrivains marocains, je pense, les plus connus, que ce soit au Maroc ou à l'étranger. C'est un Marocain d'ici, aussi un Marocain d'ailleurs. Donc, sans devoir réinsister, mais voilà, c'est un auteur qui écrit ce qu'il pense, comme il parle. Donc, il a une sorte de spontanéité. On a l'impression que c'est des fulgurances de l'esprit non maîtrisées. Mais à chaque fois, je pense qu'il exprime quelque chose. Il y a une grande réflexion sur la condition humaine qui s'ensuit. Donc voilà, il n'est pas à son premier coup de maître, hein, parce qu'en 2013, d'après Wikipédia, avant sa mort encore une fois, il reçoit le prix Goncourt de la nouvelle pour l'étrange affaire du pantalon de Dassoukine. Je pense peut-être un livre que vous avez déjà lu. En octobre 2014, il reçoit le Grand Prix Jean Giono pour les tribulations du dernier Sigil Messi. Et la même année, il est décoré de la grande médaille de la francophonie de l'Académie française. Donc derrière ce grand comique, quand même, quelqu'un qui a l'air un peu intelligent. Donc bravo pour ses succès. Donc ce soir, on est ensemble justement pour essayer de parler de ce livre qui vient de publier en avril 2025 par les éditions Rive Gauche. Donc c'est le tome 1. Préparez-vous à d'autres turbulences avec les hooligans et talibans. Donc, dans ce livre, c'est pas du tout ce qui se passe dans le titre qui est raconté. Beaucoup de personnes pensent que c'est des histoires assez sanguinaires entre talibans et hooligans, mais pas du tout. C'est un recueil de toutes ces chroniques hebdomadaires au 360.ma qu'il publie de manière religieusement rigoureuse depuis 2015. Et dans ce recueil, on a toutes ces chroniques, 99 exactement, publié entre le 7 janvier 2015 et le 23 novembre 2016. Donc environ un peu plus d'années de chroniques. Et ces chroniques, qu'est-ce qu'elles font? Elles commentent l'actualité d'ici, au Maroc, et l'actualité du monde. Parfois, il y a le Maroc dedans, parfois pas, mais on se promène un petit peu dans la tête de Fouad Laroui, qui n'hésite pas aussi à questionner le lecteur. Il parle beaucoup à son lecteur. Donc, on verra peut-être avec vos lectures qu'est-ce que vous aurez à lui dire par rapport à toutes les questions qu'il vous pose. Donc, moi, ma première question, parce que je suis quand même là pour ça, hein, c'est questionner un petit peu ce format de chronique. Ce n'est pas la première fois que vous écrivez des chroniques. Vous écrivez énormément de nouvelles, de courtes histoires. Donc, l'idée, c'est de savoir un petit peu pourquoi vous écrivez sur ce format-là. Qu'est-ce qui vous permet ou qu'est-ce qui montre de votre personnalité? Est-ce que c'est la rigueur de l'ingénieur? Parce que monsieur est diplômé des ponts et chaussées. Je ne l'ai pas entendu une fois, mais au moins 15 fois. J'aimerais savoir, est-ce que c'est vraiment l'esprit du professeur qui veut enseigner de façon synthétique mais efficace? Est-ce que c'est l'écrivain qui fait de chaque événement mondial ou banal une réflexion universelle? Ou est-ce que c'est une invitation à observer le monde de manière intelligente et consciente? Ou c'est juste une manière de nous dire que tu as une vie exceptionnelle où il y a des choses incroyables qui se passent tous les jours? Donc pourquoi les chroniques? Merci, Myriam. Alors, chaque auteur, chaque écrivain a son genre de prédilection. Certains privilégient le roman, d'autres la nouvelle. En ce qui me concerne, je suis plutôt nouvelliste. Mais j'ai une espèce d'accord avec mon éditeur à Paris, Bernard Barrault. Il me dit, écoute, je veux que tu publies des romans, parce qu'on est pris au sérieux en France si on écrit des romans. Ce qui est différent d'ailleurs du monde anglo-saxon, parce que, par exemple, quand Hemingway a eu le prix Nobel de littérature, bon, il a écrit des longs romans, mais Le vieil homme et la mer, c'est une longue nouvelle, et c'est un chef-d'œuvre, et c'est peut-être pour Le vieil homme et la mer qu'il a eu le prix Nobel. Donc, mais la France est très particulière. Les lecteurs de nouvelles forment une espèce de clan, ils ne sont pas très nombreux, et les éditeurs préfèrent des romans, d'accord? Donc j'ai une espèce d'accord, je fais un roman, puis un recueil de nouvelles, un roman, puis un recueil de nouvelles. Je préfère les nouvelles. Pourquoi? Parce que écrire un roman, c'est vraiment une construction qui fait qu'on doit vivre avec les mêmes personnages pendant des mois, et on doit les faire vivre, on doit vivre avec eux, et ils commencent à imposer à l'auteur des choses. Je parlais ce matin avec Paul Constant, elle me disait parfois certains de ces personnages tombaient amoureux les uns des autres sans qu'elle-même le veuille. Je trouvais ça superbe comme réflexion.
Donc il faut avoir un certain souffle. Les grands Russes, les Tolstoï, les Dostoïevski, les Gogol, etc., avaient le souffle pour écrire des romans. Je préfère les nouvelles. Alors une fois, un écrivain que je ne nommerai pas m'avait dit mais Fouad, c'est un peu n'importe quoi ce que tu fais parce que de chacune de tes nouvelles, moi, je pourrais faire un roman. Et je trouvais ça, je pense qu'il n'a pas compris de quoi il s'agit parce qu'on parle de deux choses différentes. Un roman s'étale dans le temps, hein, et ça se développe, les caractères se changent et développent. La nouvelle, non. La nouvelle, je pense que les caractères, les personnages, pardon, characters in English, les personnages n'évoluent pas, ils sont là, ils sont donnés, c'est un instantané, il se passe quelque chose d'intéressant. Et l'art de la nouvelle, c'est surtout la dernière phrase, en fait. Et la dernière phrase doit être parfaite. Et pour finir, je vais donner une image, c'est pas de moi, je sais pas, c'est peut-être Kundera, peut-être que j'ai lu dans un livre de Kundera, qui disait que le roman, c'est comme la nage sur 1500 mètres, et la nouvelle, c'est le plongeon, l'art du plongeon. Et l'art du plongeon, c'est que, la dernière phrase, hein, c'est que quand le plongeur touche l'eau, ça doit être absolument parfait, ça tombe, c'est une seconde d'éternité. Et le plus bel exemple est en Maupassant, dans la parure, il y a une phrase, la dernière phrase de la parure de Maupassant, c'est une phrase géniale, elle tient en 3 mots. Et c'est parfait, et il faut s'arrêter là. Donc voilà, c'est une question de genre, chacun a son genre. Mais excusez-moi, je vais encore dire quelque chose. Alors on nous dit le roman est un genre étranger au Maroc, bon ça se discute, après il y a des professeurs qui peuvent discuter, mais la nouvelle n'est pas un genre étranger dans la littérature. Moi j'écris en français bien sûr, dans la littérature arabe, on a à mon avis pratiqué plus souvent la nouvelle que le roman. Voilà, c'est un peu ce que je peux dire sur le genre. Pour toi, il y a plus de puissance quelque part dans la nouvelle parce qu'on recherche tout de suite un impact instantané, alors que le roman, ça s'essouffle, ça s'étiole et peut-être qu'on le ferme au bout de 3 pages, alors que la nouvelle, quelque part, on est poussé à aller jusqu'au bout de par son format court. Oui, je suis moi-même un grand lecteur de romans. Et encore une fois, pour les grands Russes, je me sens obligé quand je commence, et bon, je les ai lus à l'adolescence et un peu après, j'en ai relu, et je les lis de cette façon-là. Je prends une grande feuille format A3, et dès qu'un personnage apparaît, Natalia Yusupovna, j'écris vraiment Natalia Yusupovna. Ensuite, il y a un autre personnage qui apparaît, je mets son nom, je mets des flèches. Ça, c'est le fils de machin, celui-là, il déteste celui-là. Celle-ci était mariée avec l'autre là-bas, qui lui a fait 2 enfants. Est-ce que tu n'aurais pas des problèmes de concentration, tout simplement? Non, mais je travaillais comme ingénieur. Non, attends, excuse-moi, je sais pas, tu es trop jeune pour avoir lu les frères Karamazov. Maintenant, je suis trop jeune, je pensais que j'étais là. Non, mais les frères Karamazov, c'est interdit au moins de 18 ans, donc tu l'as pas encore lu. Pas encore. Mais quand tu liras les frères Karamazov, tu vas t'apercevoir que tu ne peux pas lire les frères Karamazov sans la méthode de la feuille A3, parce que tu ne sais plus qui est le personnage. À la page 558, tout à coup, Alexis Stolipchine est assassiné par Barbara Yusupovna. Mais elle sort d'où? Donc tu es obligé de relire tout le roman pour savoir, mais qui est cette Barbara? Et quel est son rôle? Et pourquoi elle est là? Donc si tu travailles pas comme... bon, j'ai beaucoup d'admiration, ce sont des génies, les grands Russes, etc. Mais en fait, c'est une autre façon de considérer la littérature. Je m'explique, je continue. Pour ce qui est des nouvelles, et même... Parfois, j'écris des faux romans qui sont en fait, par exemple, 30 jours pour trouver un mari, écrit roman. C'est pas un roman, ce sont des nouvelles en fait. J'ai dribblé en fait avec mon éditeur. Mais pourquoi? Parce que je considère que la nouvelle, c'est comme quand on est assis avec des amis dans un café. Alors, je suis pas un grand amateur, je sors pas souvent des cafés, je déteste la cigarette, donc je suis pas dans les cafés. Mais j'imagine des gens dans un café, des gens de bonne compagnie. Et quelque chose est arrivé à quelqu'un. Ce matin, il a eu une anecdote extraordinaire. Alors, on est entre amis et il raconte l'anecdote à ses amis. Alors, ils en profitent, ils commentent, on rit, on pleure, on déplore. Et voilà, c'est un peu comme ça. C'est dans cet esprit que j'écris. Alors que Dostoïevski, dans son coin, pendant 3 ans, en train d'écrire les frères Karamazov, c'est un tout autre état d'esprit. C'est pas l'idée, je suis avec des amis avec qui je veux partager quelque chose. Tu vois, c'est une question de au moment où tu es en train d'écrire, comment tu te sens? C'est-à-dire, pour qui, pourquoi tu fais ça? Voilà. C'est pour ça que je préfère. Mais cela dit, j'ai écrit des vrais romans. Hein.
Voilà, je voulais comprendre, voilà, s'il y avait toujours... Parce que là, dans le cas de Hooligan et Taliban, on est encore dans cette dynamique où on rassemble des chroniques, on rassemble des nouvelles. Attends. Tu veux la vraie histoire ou tu veux la fausse histoire? Ah non, pas tout de suite. Non, attends, je vais te raconter la vraie histoire de ce livre. Non, parce qu'attendez... Non, mais parce qu'il faut que je pose des questions avant que tu y répondes. Non, mais je préfère répondre aux questions qu'on ne me pose pas, moi. Oui. Elle se laisse pas faire, hein? Oh, non. On m'a dit, elle va te faire passer un sale moment. Oh. J'aimerais juste que tout le monde passe un bon moment. Donc, juste pour en revenir à ce nouveau roman, Hooligan et Taliban. Donc, quand on regarde les chroniques du livre, on voit que c'est le titre de la chronique numéro 8. Donc voilà, il y a 99 chroniques, chacune a un titre, mais c'est le titre de la chronique, 8e, ouais. voilà, de la 8e. Et dans cette chronique, ça parle de quoi? Ça met en parallèle, au fait, la destruction de la fontaine Barakassia à Rome par des hooligans Oui. et celle des Bouddhas de Bamiyan par les talibans. Et donc, en parlant de comment les chroniques se terminent et comment les nouvelles se terminent, ça se termine par « Ils chassent en meute et ne savent que détruire. Nous sommes en guerre contre la bêtise humaine, qu'elle se drape dans la bannière d'une religion ou dans celle d'un club de foot. » Donc, j'aimerais comprendre... Pourquoi ce titre? Est-ce que justement il essaie de résumer la ligne rouge de l'ouvrage, quelque part que l'ignorance peut amener à la violence? Oui, bon. Alors ça c'est vraiment bon. Comment ça se passe? Moi je m'indigne à date fixe. Tous les mercredis matins je m'indigne. Parce que avant midi je dois envoyer au 360 un article d'exactement 600 mots. Oui. Donc je me réveille et je m'indigne. Et la veille, en fait, de ce jour-là, j'avais vu un reportage, c'était des supporters du club de foot Feyenoord de Rotterdam qui étaient venus jouer un match à Rome contre, je sais pas, la Lazio Roma, et complètement avinés, ils avaient bu beaucoup de bière, ils avaient endommagé une très belle fontaine à Rome. Et ça m'avait rappelé un très mauvais souvenir, le jour où j'ai vu le dynamitage des Bouddhas de Bamiyan par les talibans. Je pense que ça a été un crève-cœur pour tous ceux qui ont vu ça. Ces Bouddhas étaient là depuis 1000 ans. Et ensuite, on a vu dans le musée de Bagdad, Mossoul, je ne sais pas, des gens de Daesh qui étaient en train de détruire à coups de marteau des sculptures extraordinaires qui sont là depuis toujours. Et réellement, là, c'était... Alors, quand j'ai vu ce qu'avaient fait les hooligans de Feyenoord à Rome, ça m'a rappelé ça. Et finalement, je me suis dit, c'est venu comme dans un flash. Hooligans, talibans, même chose. La bêtise incarnée, la bêtise à front de taureau. Et que ce soit au nom d'une religion mal comprise ou au nom d'un combat tribal d'un club de foot, c'est la même bêtise en réalité qui s'exprime. Et c'est pour ça que ce jour-là, j'ai écrit cet article, donc c'était un mercredi forcément, qui s'appelait « Hooligan et Taliban ». Pour signaler, effectivement, tu as raison, on est, l'intelligence humaine ou la compassion humaine est en but constamment, c'est un combat permanent contre la bêtise. Et il suffit d'ouvrir le journal le matin et les exemples abondent. Mais celui-là, celui de la fontaine, et celui des Bouddhas de Bamiyan, celui du musée de Mossoul, c'était un crève-cœur, c'est vraiment horrible. Ça va, là, un peu mieux? Non, là, je suis vraiment très déprimé. J'ai besoin J'avais un auteur joyeux, là. J'ai l'auteur torturé. Tu connais la formule, hein? L'humour et la politesse du désespoir. Alors, je promets, c'est très sérieux. Je donne 200 dirhams, un beau billet craquant de 200 dirhams, à celui qui me dit, sans regarder dans son portable, qui est l'auteur de cette très belle formule. L'humour, c'est la politesse du désespoir. Parce que tout le monde l'attribue à Jean Cocteau, tout le monde l'attribue, et c'est pas eux. Donc, vous avez 1 minute. Qui c'est qui a fait cette très belle formule? L'humour, c'est la politesse du désespoir. Ah. Non, mais dis-moi le nom d'abord. Je vais te payer pour que tu me dises le nom. Je ne sais pas comment tu vois les choses, toi. Donc... Non, mais c'est curieux parce que, très belle formule, à chaque fois les gens écrivent, comme disait Jean Cocteau. C'est pas vrai. C'est un cinéaste qui s'appelle Chris Marker, qui faisait partie en fait de la nouvelle vague avec Truffaut, Rivette et Godard, tous ces gens-là. Et c'est ce gars-là qui, un jour, au cours des 70 ans d'existence qu'il a passé sur la Terre, il a eu un jour une inspiration formidable et il a exprimé cette formule. L'humour et la politesse du désespoir. Et les gens aiment tellement cette formule qu'ils ne voulaient pas
la donner à son propriétaire, il dit « Ah, Jean Cocteau », parce que quand on ne sait pas, on attribue à Jean Cocteau. Voilà. Donc, pour répondre à ta question. Bah, tu n'as pas encore répondu à ma question. Quelle Pourquoi question? ce titre? Pourquoi avoir choisi ce Non, titre mais alors, parmi il faut que je d'autres? revienne à l'origine de ce livre. Oui. L'origine de ce livre. Alors, il y a un monsieur qui habite à Azemmour et qui a un riad sur 4 étages avec vue sur le fleuve Omar Bey. Et ça fait des années qu'il me tanne. Il me dit, mais tes articles du 360, il faudrait peut-être les réunir en volume. Je dis, ouais, on fera ça un jour, etc. J'ai autre chose à faire. Et pendant des années, il me tannait. Et puis un jour, il m'a tendu un piège horrible. Il m'a donné la clé de son riad à Azemmour et je suis allé fêter l'anniversaire de ma petite nièce, Lina. Et après, ma famille est partie, etc. D'ailleurs, il y a une histoire de hamster volé pendant l'anniversaire de ma nièce. Et non, parce que ma sœur avait amené un petit hamster pour l'offrir à ma nièce. Et elle l'avait laissé dans sa voiture. Et il y a des gars, et on lui a volé le hamster. Et en fait, elle avait laissé le hamster dans la voiture pour que ce soit une surprise pour la petite Lina, 6-7 ans. Et il y a des types qui viennent taper à la porte. Madame, hadak el far, sarqoulik el far. Ils vous ont volé le rat parce qu'ils croyaient que c'était un rat. Et finalement, quand ma sœur est allée voir la police à Azemmour, qui est très efficace, toute la police marocaine est très efficace, et en fait, c'était le gardien du parking qui avait volé le rat. Enfin, le hamster. Pardon, c'est une histoire assez compliquée. Mais ce jour-là, quand ma famille est repartie, le gars dont je parle m'a enfermé dans le riad de l'extérieur. Je ne pouvais plus sortir. Et il me dit, signe. Et je dis, signe quoi? Parce que j'étais en train de taper. Je veux sortir, je veux rentrer chez moi, Ben Gré, etc. Il me dit, non, tu signes. Et en fait, il avait laissé un contrat sur la table, et le contrat de publication de mes chroniques du 360. Et il me dit, Wallah, enfin, il a juré. Tu sors pas si tu signes pas. Alors je commençais à avoir faim, à vrai dire. Et à part le hamster, en plus le hamster, je pouvais pas le manger, il était déjà parti. Et j'ai dû signer le contrat, et là il m'a ouvert la porte. Et du coup, c'est ce qui explique que maintenant ces éditions qui s'appellent l'édition Rive Gauche, c'est la rive gauche de l'Omar Bey, c'est Azemmour. Ça s'appelle Rive Gauche, c'est Rive Gauche. Vous croyez que c'était vous croyez que c'était Paris, les éditions Rive Gauche d'Omar Bey. Et c'est pour ça qu'il commence à publier mon Mais du coup, livre. le titre? Alors, non, parce que c'est une maison d'édition, il y a 2 personnes qui travaillent de très grande qualité, et l'autre personne, qui est quelqu'un de très élancé, cultivé, etc., m'avait dit, il faut un titre. Et moi, j'avais dit, on va prendre comme titre Mes élucubrations du mercredi. Il me dit, j'ai jamais vu un titre aussi bidon, aussi banal que Mes élucubrations du mercredi, mais c'est nul. Alors j'étais piqué. On ne me parle pas comme ça, monsieur. T'as boudé, tu l'as dit. Je lui dis, t'as qu'à prendre toi le titre que tu veux. Et après, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, il y a un des textes qui s'appelle Hooligan et Taliban, ça rime. Et je dis, vas-y, prends-le. Donc, c'est à ce monsieur qui est fils d'archevêque, je te signale. Fils d'archevêque. C'est lui qui a choisi le titre. Voilà. Il y a un rire. Non, mais je vous le présente après parce que vous avez l'air de ne pas me croire. Non, je vous présente le fils d'archevêque après. Il y a un peu de vrai dedans, effectivement. Elle dit il y a un peu de vrai dedans. Mais ce n'est pas toute la vérité. Donc, bon, on va essayer de rentrer un petit peu dans les chroniques pour comprendre un petit peu et pour que les lecteurs potentiels ou ceux qui l'ont déjà lu comprennent aussi le sens de ce livre. On vous voit comme un peu le regard d'un sociologue. Voilà, vous regardez le Maroc de l'intérieur, vous regardez comment le Maroc est vu de l'extérieur et vous commentez énormément cela. Parce que vous voyagez énormément, vous revendiquez cette identité marocaine, on vous pose souvent la question « Ah, vous êtes marocain et donc ça signifie quelque chose quand même pour vous ?» Et donc j'aimerais comprendre, surtout que les Marocains, on est assez chauvins. On n'aime pas laver notre linge sale en public, c'est entre nous. Donc à l'extérieur, on est toujours tout propre, tout beau, tout se passe bien. Et donc, mais quand même, vous dénoncez énormément de choses, énormément de problèmes qu'on peut retrouver au Maroc. Les absurdités administratives, la médiocrité, par exemple, juste la médiocrité hôtelière, la politique culturelle défaillante, la mauvaise gestion des animaux errants. Vraiment, on parle de tout.
Donc j'aimerais savoir comment est-ce que vous combinez le fait, voilà, qu'en tant que Marocain, on essaie quand même d'avoir une certaine image, de raconter une certaine narration, tout en sachant que vous racontez ça au Maroc et que vous avez un lectorat immense. Les gens aiment bien ça. Donc comment se fait la balance entre je dis les vérités, ces critiques sont là pour dire au Maroc, le Maroc, tu peux mieux faire, mais comment est-ce que voilà, on trouve l'équilibre entre cette culture un peu pudique qui veut un peu cacher ses vérités au monde, mais quand même qu'il y a une acceptation assez large de ce que vous écrivez tous les mercredis, parce que je le répète encore, Fouad Laroui écrit encore ses chroniques depuis 2015, donc ça fait 10 ans qu'il écrit ses chroniques tous les mercredis. Donc voilà, comment se passe cet équilibre entre la culture marocaine et voilà, comment on fait passer les messages avec cette satire, cet humour, et qu'elle soit acceptée après 10 ans. C'est ça qui est intéressant. Non, alors, bon, il y a plusieurs choses. Je voudrais répondre. D'abord, parce que tout à coup, il y a une idée. Parce que tu as cité plusieurs thèmes. Oui. Et en fait, ces chroniques du mercredi, très souvent, je ne suis que le porte-parole de quelqu'un qui m'a contacté et qui m'a dit, écoute, c'est scandaleux, moi je ne peux pas le dire parce que je n'ai pas de tribune, il faudrait que tu parles de telle ou telle chose. J'y pense maintenant parce que tu as parlé des chiens errants. Or, c'est ma sœur Nadia qui défend depuis toujours les animaux, les chiens. Elle ramasse tous les chiens perdus sans collier. Sa maison, c'est quasiment un chenil. Et c'est elle qui me disait, mais c'est scandaleux, le problème des chiens errants, on le traite mal, il faudrait le faire. Alors, parfois, je suis sensibilisé par quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est une cause valable, qu'il faut la défendre et que quand on a le privilège et la chance d'avoir une tribune, parfois, il faut simplement passer des messages qui sont en fait émis par d'autres. Hein. Donc je pense, parce que tu as parlé des chiens errants, et d'ailleurs c'est souvent le cas. Il y a souvent des gens me disent, écoute, c'est scandaleux, il t'est arrivé telle chose, dis ceci à propos de cela. Après, parfois je le fais, parfois je ne le fais pas. C'est une chose. Alors pour ce qui est je suis d'accord, hein, c'est comme on dit, les Italiens ont le droit de se moquer des Italiens, mais il ne faut pas trop se moquer des Italiens en face des Italiens. On dit souvent, avec raison, que quand un juif raconte une histoire juive, c'est toujours drôle, etc. Mais quand c'est pas un juif qui raconte une histoire juive, ça devient un peu ambigu. Donc je préfère que ce soit Gad Elmaleh qui raconte des histoires juives ou quelqu'un d'autre. Plus, moi, je ne me permettrai pas. Donc c'est vrai. Mais donc, étant marocain et m'adressant en priorité à des Marocains, même si je me rends compte dans les commentaires, il y a plein de noms étrangers, des Gérard, des Marivonne qui réagissent. Mais en réalité, dans le 360.ma, je m'adresse à des Marocains, et on est entre nous. On est entre nous, on se comprend. Par exemple, alors même si ça a changé, paraît-il, il y a un progrès, mais nous, les Marocains, il suffit de prononcer un mot, je vais le prononcer, tenez-vous à vos chaises. Il y a un nom au Maroc qui nous fait tous trembler, suer, je vais le prononcer, Al-Muqata'a. C'est effrayant. C'est effrayant. Et je vous assure que je suis rentré, je vais faire une confidence personnelle. Après les ponts, justement, je suis rentré, j'ai commencé jeune ingénieur à l'OCP, et je suis tombé sur un groupe avec des gens comme Delis Benhima, Sari, etc. C'est un groupe formidable, et j'ai commencé un début de carrière extraordinaire. À 26 ans, j'étais le directeur à 26 ans, de la plus grande mine de phosphate du monde. Donc c'est une carrière qui commence très bien. Et à un certain moment, je remets ma démission au bout de 5 ans et je fous le camp. Et personne ne comprend. Et l'une des raisons, c'est pas une blague, hein, l'une des raisons, c'était le muqata, c'était l'esprit muqata. C'est-à-dire qu'on a besoin de quelque chose, on a un projet, on veut faire quelque chose, on arrive devant un mur, et le mur commence par dire « Rjarda », déjà. Reviens demain. Déjà, tu n'as même pas encore parlé, reviens demain. Mais j'étais là hier, reviens après-demain. Ah ouais, non, attendez, je sais. Non, attendez, ça dépend. On va voter. Qui c'est qui pense que le Muqata a changé? Je suis heureux d'accueillir les fonctionnaires de Muqata qui me font le plaisir d'être ici. Il me dit non. Non, attendez, il y a le Muqata, c'est-à-dire l'endroit, le lieu et les gens. Il y a l'esprit Muqata. Bon. L'esprit Muqata est toujours là. Et je le sais. Parce que parfois, il y a quelqu'un qui arrive avec un enthousiasme délirant, avec une super idée. Ouais, je vais faire ci, je vais faire ça. Et en face de lui, il y a des gens avec l'esprit Muqata qui pensent que leur rôle, c'est de bloquer cette initiative. Et c'est ça que j'appelle l'esprit Muqata. Ce n'est pas vraiment le lieu ni les fonctionnaires.
Je regarde, non, 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 là, ça va pas marcher. Là, ouais. D'ailleurs, si c'était faisable, quelqu'un l'aurait déjà fait. Ou je compte pour le faire. Et tu te crois à Stockholm? C'est l'esprit Muqata'a. Et c'est dingue parce que ce pays avance, mais je suis d'accord, je suis d'accord, je le dis. Moi, j'ai fait une tournée en Angleterre il y a 2 semaines. J'ai dit que le pays faisait une avancée extraordinaire. D'ailleurs, j'ai rencontré un Lord English, Lord Haney, H-A-N-N-A-Y, qui m'a dit écoute, vos trains sont meilleurs que les nôtres. Donc, j'étais très content. Donc, je dis pas que. Mais il y a des poches de résistance avec cet esprit Muqata'a. Bon, bref. Donc là, on est entre nous. Donc, on se comprend. Alors que si je disais. Vous voulez que je vous raconte comment j'ai prolongé mon permis de conduire à Amsterdam? Vous insistez? Un jour, je m'aperçois que moi... Non, mais attendez, pour vous dire. Attendez, je ne suis pas en train de dire on est meilleurs, ils sont meilleurs. Mais ce que je voudrais qu'un jour, le stade où on devrait... Un jour, je m'aperçois que, c'était l'an dernier, que mon permis de conduire, bon, la date était passée, donc je suis rentré sur le site du ministère des Transports à Amsterdam. Comment renouveler mon permis de conduire? Première question, vous habitez où? Donc je mets Sarfati-Straat, 42D, 18. Et il me sort une adresse d'un photographe. Il me dit, allez là. Photographe? Bon, c'était à 5 minutes. Donc je descends les 4 étages, je marche, il faisait beau ce jour-là. Je marche, je vais le photographe. Il n'y avait pas un chat d'ailleurs, il n'y avait pas une queue de 150 000 citoyens. Il n'y avait que moi et le photographe. Je lui dis bonjour, je veux renouveler mon permis. Il me dit, donnez-moi 17,50 €. Comme vous, demandez de payer d'abord. Je lui donne 17,50 €. Il me dit, je vais prendre une photo. Il prend une photo de moi et il me dit, ben, c'est bon. Je lui dis, c'est tout. Il me dit, c'est bon. C'était un mercredi. Je rentre chez moi. Jeudi, dans ma boîte aux lettres, il y a le nouveau permis de conduire. Je voudrais arriver à ça pour notre pays. Pourquoi? Parce que les énergies, tu te rends compte, l'énergie qu'on dépense dans des démarches stupides, alors que cette énergie, on pourrait l'utiliser justement pour développer, améliorer le pays, pour travailler. Donc c'est pour ça, l'esprit critique, c'est pas pour critiquer, c'est critiquer pour avancer. Et d'ailleurs, ça marche. Franchement, ça marche. Alors, j'ai un autre exemple, tu permets? Oui. J'ai un autre exemple assez extraordinaire, que parfois les choses avancent. Alors, c'était il y a fort longtemps. Je voulais refaire mon passeport à Amsterdam. Il y a fort longtemps. Hein. C'est vraiment, vraiment. Et j'arrive au consulat et je dis au gars, bon, je vais refaire mon passeport. Il me dit, ouvrier ou employé? Je dis, non. Il me dit, est-ce que vous êtes ouvrier ou employé? Je lui dis, franchement, je ne sais pas comment répondre à cette question. Guélier, c'est simple pourtant. Guélier, non, je suis écrivain. Guélier, vous êtes Tahar Ben Jelloun? Je vous assure que c'est vrai. Je lui dis non. Et il me dit, alors, ouvrier ou employé? Je vous ai authentique. Je lui dis, je suis professeur à l'université. Là, il me regarde. Yeah. Professeur à l'université. Ouvrier ou employé? Alors, je lui ai dit, me souvenant de mon passé de gauche, ce qui fait rire des gens comme Xikes, ils croient que je suis un type de droite. Donc, même moi, j'ai été au Parti communiste français, cellule Boulevard Saint-Germain, quand j'étais étudiant en Pont. Hein. Donc, en souvenir de mon passé de gauche, je lui dis ouvrier. Ouvrier. Je rentre chez moi et j'écris cette anecdote dans Jeune Afrique. Et je la publie, comme ça, Jeune Afrique. Au bout de quelques semaines, plutôt quelques mois, parce que c'est le consulat, je retourne au consulat et il me donne mon passeport flambant neuf, dans lequel il y avait écrit « professeur ». Parce que quelqu'un, probablement ici, avait lu l'article de Jeune Afrique, il les a appelés. Ouais, bande d'imbéciles. Alors que maintenant, c'est très différent. C'est vrai que maintenant, quand on va dans des consulats, par exemple celui d'Amsterdam, de La Haye, etc., tout se passe très bien. On prend un numéro, on a le temps de lire, le numéro s'affiche, on rentre. Non, on a fait beaucoup de progrès. Mais il reste des choses. Pour ça, on ne va pas encore chômer. Il reste l'esprit Muqata'a. En parlant... Je vous l'ai dit, une chose extraordinaire. Non, attends. Je vais parler d'Azmoun. Tu permets, je parle d'Azmoun? Dès que tu veux, je parle. Hein? Je peux y aller? Merci.
En parlant de Tahar Ben Jelloun, justement, c'est très intéressant ce que tu dis parce que même les Marocains, quelque part, les auteurs marocains qu'on connaît le plus souvent, c'est ceux qui sont publiés à Paris. Ceux qui sont publiés, comme tu dis, dans le Grand Nord. Il y a la Chronique 44, justement, qui parle de ces sujets sensibles pour moi. Et surtout, moi qui suis dans la littérature, et je trouve voilà, que c'est une grande peine que nos auteurs portent. Pourquoi est-ce qu'on attend d'être validé par Paris, par l'étranger, pour qu'ici, on puisse être validé? D'ailleurs, je fais le lien avec la Chronique 4, Saint Ibn Rushd. Je pense que ça te parle aussi, où vous parlez de deux rapports différents à la préservation et transmission des penseurs. Tu fais le parallèle, vous faites, je ne vais pas m'en sortir, parce que je le connais. Écoute, Voilà. on a à peu près le même âge, Voilà. qu'elle peut me tutoyer. Et donc, bon, tu fais le parallèle entre le traitement qui a été fait à Ibn Rushd et le traitement qui a été fait à Saint Thomas. Saint Thomas, voilà, qui a été rendu en grand penseur de son époque, alors que Ibn Rushd, qu'est-ce qu'on a fait? On a brûlé ses livres. On a dit que c'était, on n'était pas du tout prêt à accueillir le savoir qu'il partageait. Donc, voilà, j'ai une question, surtout que là, on est en plein salon international de l'édition et du livre à Rabat, c'est la 30e édition, et pourtant, on souffre encore de cette problématique, même dans les médias. Ici, les auteurs marocains dont on parle, c'est ceux qui sont publiés à l'étranger. Les éditions marocaines, beaucoup d'entre elles souffrent. Donc voilà, pourquoi et comment faire? Sachant que ton éditeur est marocain, là, pour Hooligan et Taliban. Il est d'Oukel, il n'est pas marocain. Voilà, en plus. Et alors, certifié. Non, mais là, je suis obligé d'être un peu sérieux, de faire de la théorie littéraire. J'ai réussi. Yes. Non, parce que j'étais prof j'étais prof de littérature aussi, à un moment à l'université. Non, en 1998, il y a quelqu'un qui s'appelle Pascal, avec un E, c'est une dame, Pascal Casanova, qui était élève de Bourdieu, de Pierre Bourdieu, qui a écrit un livre qui s'appelle La République internationale des lettres. Et c'est un livre extrêmement sérieux, c'était d'ailleurs tiré de sa thèse de doctorat. Et il disait que depuis des siècles, et certainement depuis le 19e siècle, il y a ce qu'on appelle, alors c'est un peu pompeux comme titre, il y a ce qu'on appelle des instances de légitimation. Les instances de légitimation, c'est-à-dire il faut passer par là pour être légitime en tant qu'auteur. Et son livre était extraordinaire parce qu'il contenait une prédiction, donc ça fait quelque chose de scientifique. Elle disait qu'en dépit des apparences, c'était pas New York ou Londres qui étaient les nouvelles instances de légitimation littéraire internationale, c'était toujours Paris. C'est un bouquin de 500 pages extrêmement sérieux. C'est une élève de Pierre Bourdieu, donc elle sait ce qu'elle fait. Et elle a fait une prédiction extraordinaire. Le livre est paru en 1998. Et elle a dit, dans quelques années, le prix Nobel sera attribué à un Chinois, mais à condition qu'il ait un rapport avec Paris. Et 2 ans après, il y a Cao Wang, le Chinois, qui habite à Paris, qui a eu le prix Nobel de littérature. Donc c'est un livre qui a une certaine scientificité, puisqu'il a fait une prédiction qui s'est réalisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Les instances de légitimation, il n'y en a pas beaucoup. Pour la mode, on sait où elles sont. Elles sont à Milan, elles sont aussi à Paris. Pour la littérature, Paris, malgré Londres, malgré New York, reste quand même, pour le monde entier, ce qu'on appelle une instance de légitimation. Si on existe à Paris, on est pris au sérieux. Alors, il y a la foire de Francfort, qui est la plus grande du monde. Alors, on se dirait, oui, mais ça se passe aussi à Francfort. Mais quand même, c'est un lieu. C'est pas un mystère que les derniers prix Nobel, c'est Annie Ernaux, Modiano, Le Clésio, qui sont des auteurs extrêmement importants, mais il est fort possible qu'il y ait des auteurs aussi importants, mais qui sont jamais passés par Paris, ni directement, ni par le biais de la traduction. Et c'est pour ça qu'ils n'existent pas. Donc, en conclusion, c'est pas un problème, le Maroc et Paris, les écrivains marocains, c'est scandaleux, s'ils sont publiés à Casa, à Rabat, ils n'existent pas, il faut qu'ils soient publiés à Paris, etc. C'est un problème mondial. Si on est un écrivain camerounais, si on est un écrivain kényan, il y a des très grands écrivains, Ngugi Wongo, l'écrivain kényan, on le cite pour le prix Nobel. Mais même Borges, le grand Borges, à quel moment Jorge Luis Borges a commencé à exister? Quand Roger Caillois, qui était à Paris, a commencé à traduire Borges, qui était connu dans le monde espagnol, bien sûr,
Mais Caillois l'a introduit à Paris, l'a fait circuler à Paris, et donc l'instance de légitimation a fonctionné. Borges a été pris au sérieux, il était sur la liste des Nobel, etc. Donc pour conclure, il ne faut pas croire que c'est un problème entre le Maroc, c'est le monde entier. Il faut passer par Paris. Je conclus. Ce qu'ont fait certains éditeurs marocains très intelligents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des coéditions avec des éditeurs parisiens. C'est-à-dire, on prend une jeune autrice, comme on dit maintenant, une jeune écrivain marocaine, on la publie à Casablanca et on va à Paris et on essaye de faire une coédition. Ça a été fait, par exemple, pour mon ami Mohamed Nidali. Mohamed Nidali, que j'estime beaucoup, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, même à titre personnel. Il a d'abord été publié, je crois, par le Fennec, ici, à Casa, et le Fennec a été assez intelligent pour faire des coéditions avec les éditions, je ne sais plus, l'Aube ou quelque chose comme ça, et tout à coup, Nidali existe, parce qu'il y a l'instance de légitimation parisienne qui passe par là. Donc je m'excuse pour des développements théoriques un peu longs, mais juste pour enlever cette histoire de non, mais Maroc, non, c'est le monde entier. Il faut malheureusement, malheureusement, je ne sais rien finalement, il faut passer par l'instance de légitimation littéraire qui est encore pour le moment Paris. D'accord, parce que c'est une énorme frustration quand même que beaucoup d'auteurs dans le monde portent. Bon, c'est une réponse, hein, peut-être qui peut être acceptée après avoir ce que les éditeurs marocains en feront. Mais après, c'est un challenge, c'est pas tout le monde aussi qui peut s'atteler à cet espace de légitimation. Donc finalement, c'est ce que tu disais même dans ta chronique, qu'il y a beaucoup de Marocains qui ne seront jamais lus parce qu'ils ne seront jamais intégrés dans cet espace de légitimation. Oui, c'est bien dommage. Il faut les lire s'ils sont là. Certains ont un talent. Je vais citer des noms, mais moi, il y a quelqu'un que j'aime bien, c'est Moha Souag. Oui. Bon, il n'est pas très connu, mais moi j'aime bien les textes qu'il écrit. Il est publié aux éditions 11 marocaines aussi, si vous le cherchez. Tu en sais des choses, toi? Apparemment. Et moi, j'ai lu des textes de Moha Souag. Alors, Moha Souag, aux dernières nouvelles, il avait une maison d'hôtes quelque part dans l'Atlas. Et c'est un gars, à mon avis, il n'a jamais été publié ailleurs qu'au Maroc, dans des petites maisons d'édition. Mais moi, j'ai beaucoup de plaisir à le lire. Il y a une qualité littéraire. Et encore une fois, il faut le lire, même s'il n'est publié qu'ici. Mais il ne sera jamais traduit en espagnol, en italien, en portugais, etc., tant qu'il ne passera pas par Paris. Et ça, c'est le rôle de l'éditeur. Un bon éditeur marocain doit faire des coéditions avec des éditeurs. Quand je dis Paris, Actes Sud était à Arles au départ, peu importe. Doit faire ça, doit faire cet effort pour des auteurs auxquels il croit. Maintenant, tout le monde n'a pas le calibre pour être légitimé par Paris. Ça, c'est une autre question. Donc on arrive un petit peu à la fin de notre échange. Hein. Déjà, tu m'as même pas encore commencé à poser des questions. Non, c'est la fin. Je t'ai pas posé de questions. J'ai pas entendu de questions. Tu m'as posé des questions? Bon, quand même. Non, voilà. Pour conclure, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a dans ce livre-là une chronique que tu apprécies particulièrement, ou même dans tes dernières chroniques, enfin voilà, une que tu portes particulièrement dans ton cœur. Tiens, tu veux feuilleter? Non, parce que en fait, l'éditeur a décidé de publier dans l'ordre. Oui, c'est dans l'ordre chronologique. Donc, en fait, j'ai un peu oublié tout ça parce que il a commencé en 2015-2016 et je sais pas très bien, mais j'aime bien finalement. Je sais pas. Tu les aimes toutes? Peut-être la dernière. Raconte-nous la dernière. C'est laquelle la dernière? C'est la semaine dernière. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière? Je m'en souviens même plus. Qu'est-ce que j'ai écrit la semaine dernière? Ou bien qu'est-ce que tu as écrit cette semaine? Là, il y a 2 jours quand même. Mais je m'en souviens plus. Qu'est-ce que tu vas nous écrire la semaine prochaine? Non. En revanche, je me souviens de ce que j'ai écrit. Non, attendez, parce que c'est une question d'indignation. Et j'ai écrit il y a 2 semaines, je crois, une chronique qui s'appelait « Qu'est-ce qu'un bon prof ?» tout simplement. Et qu'est-ce qu'un bon prof? C'est parce qu'il y a quelque chose qui m'a profondément énervé il y a quelque temps. C'était un collègue en fait, à qui j'ai posé une question qui relevait de son domaine de compétences, qui n'était pas mon domaine de compétences, mais ça relevait de son domaine de compétences. Et très amicalement, dans des circonstances très agréables, je lui pose la question. Et il ne me répond pas. Et il fait une espèce de détour, etc. Il ne me répond pas. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, c'est ce qu'il faisait aussi dans les cours qu'il donnait. C'est-à-dire qu'il considérait que le savoir, ce qu'il savait, était sa propriété et qu'il n'avait pas à le partager.
Ce qui est idiot, parce que vous connaissez tous la formule, le savoir est la seule chose qu'on ne perd pas quand on le partage. Ça, c'est une formule qui est tout à fait vraie. Et je me suis alors, ça m'a beaucoup énervé cet incident, et je me suis dit que finalement, le bon prof, c'était le prof généreux, qui se caractérise par la générosité. C'est-à-dire, quand il arrive devant sa classe, il est généreux de son temps, de son énergie, et il a réellement envie de partager son savoir et de ne pas quitter la classe avant que ses élèves, et même peut-être les moins doués d'entre eux, aient compris, appris ce qu'il partageait avec eux. Alors, ce n'est pas d'une originalité folle. Je suis sûr que si on va chercher dans les propos de Alain, par exemple, on va trouver cette idée, etc. Mais c'était de nouveau une indignation, parce que ça m'avait énervé, et ça m'avait rappelé aussi un souvenir je le dis d'ailleurs dans la rubrique, un souvenir du temps où j'étais jeune ingénieur à l'OCP. Alors moi, je suis dans le génie civil, ingénieur des ponts et chaussées, et j'avais un gars qui était ingénieur de l'école supérieure de mécanique ou quelque chose comme ça. Et pour le chantier, j'avais besoin de résoudre un problème de mécanique. Mécanique au sens savoir, mécanique, technique, etc. Et je suis allé le voir. Je lui ai dit, écoute, voilà le problème que j'ai. Et alors, il regarde mon papier, il regarde mon schéma, et il me dit, ouais, je comprends, ouais, je comprends ton problème. Mais je peux pas te l'expliquer. Je lui ai dit, c'est vrai, je lui ai dit, je ne sais même plus ce que je lui ai dit parce que c'était il y a fort longtemps, mais je ne sais pas si je lui ai dit, mais si tu es incapable de l'expliquer, c'est que d'abord tu ne le comprends pas, c'est pas vrai. Ou alors, tu considères que le savoir c'est le pouvoir, c'est-à-dire que tu n'as juste pas envie de me le dire, ou tu veux que je te l'achète, ce savoir, ou je ne sais pas trop. Et donc, ça m'a rappelé quelques décennies de distance, cela, et donc, c'était il y a quelques semaines, j'ai écrit cet article sur la générosité, première qualité d'un prof. Et dans les commentaires, effectivement, il y a eu beaucoup de commentaires de profs, que ce soit des profs du primaire, profs secondaires, d'université, qui parlaient de ça et qui étaient d'accord. Et après, ils disaient oui, c'est la générosité, mais il faut aussi qu'on soit reconnu à notre juste valeur, ce qui est vrai, mais c'est un autre débat. Voilà, mais bon, après, c'est tous les mercredis. Parfois, c'est juste des trucs qui m'arrivent. Des trucs qui m'arrivent et je me dis, bon, partageons pour rire. J'ai souvent raconté l'histoire du taxi. On a le temps de raconter l'histoire du taxi? Oh, peut-être. Ah, d'ailleurs, j'en ai fait une nouvelle. Non, achetez le livre. Ouais, voilà, ça c'est une superbe conclusion. Hein. Mais en tout cas. Non, attends, il faut que je commence l'histoire du taxi. Non, parce que c'est super cette histoire. Tu sais qu'ils ne logent pas tous à l'hôtel, hein, il faudrait les libérer. Non, mais cette histoire, parce que comment ça fonctionne finalement? C'est super, comment ça va. Une fois, j'étais à l'Institut français à Casablanca, d'accord? J'ai souvent raconté ces histoires, donc je m'excuse pour ceux qui vont l'écouter une seconde fois. En plus, c'est dans mon dernier bouquin qui s'appelle 30 jours pour trouver un mari, cette histoire est dedans. Mais comment ça s'est passé? J'étais à l'Institut français à Casablanca. J'étais entré, j'avais rien à faire là-dedans. J'étais entré pour regarder, pour lire quelques revues, etc. Je sors de l'Institut français qui se trouve sur le boulevard Zarqtouni. Et je devais aller aux abattoirs. Pas pour acheter un bœuf, mais parce qu'il y avait une exposition culturelle, quelque chose comme ça. Donc, je haile un taxi, il s'arrête, Fiat 127 rouge. Et je lui dis, les abattoirs. Continue. En chemin, à côté de l'église, il y a une église sur le boulevard Zarqtouni. Comment elle s'appelle? La cathédrale Notre-Dame. Il y a une dame qui lève la main, il me dit, ça te dérange pas que je la prenne? Ouais, vas-y, prends-la. Moi, j'étais devant, donc elle se met derrière. Et elle allait pas très loin. Donc, au bout de 500 mètres, elle dit, Finale, s'il te plaît. Donc, elle lui tend quelques dirhams, elle sort. Et le gars est tétanisé. Il bouge plus. Le taxi bouge plus. Le temps s'est arrêté. Et moi, je le regarde, je dis, eh ouais, Ramzatni. Elle m'a fait un clin d'œil. Je lui dis, très rationaliste que je suis, je dis peut-être qu'elle avait une poussière dans l'œil. Là, Ramzatni. J'ai dit, ben, grand bien te fasse, ta journée, tu n'as pas perdu ta journée, etc. Maintenant, aux abattoirs. Il me dit, non, mon frère, là, tu ne comprends pas. Là, il me dit, alors c'est une phrase que seuls les Marocains peuvent comprendre. Le rapport étrange entre la phrase qu'il va dire et ce qu'il vient. Yallah, le partement d'Yel bois. Quel est le rapport? Il me dit, je viens de repeindre l'appartement de mon père. Quel est le rapport avec Tremzati? J'ai compris. Le gars veut se marier. Vous voyez le rapport tortueux.
Et il me dit, Allah, c'est par le parc Madial Bois. Je lui dis, mais écoute bien, bravo, aux abattoirs. Il me dit, non, 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 non. Descends. Il me dit, je vais chercher la Ramzat. Je dis, non, 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 moi je descends pas. Tu me conduis aux abattoirs. Ah, Khouya, s'il te plaît, je veux me marier, j'ai repeint l'appartement de mon père. Je lui dis, mais attends, soyons sérieux. Tu n'as qu'à faire tous les jours Zarqouni, elle est montée là, elle est descendue là, c'est probablement elle habite là, elle travaille là. T'as qu'à t'installer, tu as qu'à mettre une tente sur le boulevard Zarqouni, tu finiras par la retrouver. En plus, elle est facile à repérer parce qu'elle portait une djellaba jaune fluo, vert fluo. Tu sais, celle qu'on voit de très loin. Non, non, je descends, je sais pas. J'ai dit, on a une. Et alors là, il a démarré en trombe. Vous avez déjà eu une Fiat 127 à 300 à l'heure? Jusqu'aux abattoirs, et là il fait le fameux il se parque en dérapant, il m'éjecte, il prend même pas mon argent, il retourne vers son bonheur, alors enfin son bonheur futur, et là cette histoire, bon, après je l'écris, mais elle dit quelque chose du Maroc, elle dit quelque chose de la misère sentimentale ou enfin elle dit quelque chose, et je veux pas savoir ce qu'elle dit, je veux que le lecteur en tire une conclusion. C'est ça la force de la littérature, c'est de rester dans l'allusif. Et il faut supposer le lecteur assez intelligent. Je suis sûr que chacun de nous, que ce soit des Marocains ou des amis du Maroc ou des Français qui habitent ici, etc., dans cette histoire du taxi, ils vont tirer eux-mêmes la morale. Mais moi, j'étais dans le taxi. Donc, j'ai raconté cette histoire. Voilà. Tu veux savoir l'histoire du dirigeable? Non, je pense que je vais essayer de faire le lien avec la générosité dont tu parlais. On peut tous conclure que Fouad Laroui, c'est un auteur très généreux avec ses lecteurs. Comme je disais, ça fait 10 ans que chaque mercredi, on a droit à ses chroniques. Et cette année, on a l'occasion d'avoir au moins une année de chroniques dans un livre. Donc déjà, merci pour ta générosité en tant que professeur. Peut-être que là, on va conclure que tu es un bon professeur. Et merci surtout pour cette manière, ce rire de nous faire réfléchir sur nos sociétés, nous faire réfléchir à nous-mêmes. C'est une manière très légère, mais qui en dit beaucoup sur nous, beaucoup sur notre manière aussi à, comme ce que tu demandes du Maroc, à lui dire, mon Maroc, tu peux mieux faire, par la critique, par la satire. Et nous aussi, à la fin, on se dit, bah, toi-même aussi, tu peux mieux faire. Parce que tu parles pas que de situations, mais tu parles aussi de personnages qui ont eu des comportements idéaux qu'on n'attend plus parfois. Donc voilà, c'est un livre assez complet, je dirais, sur la condition humaine, qui nous parle à nous, Marocains. Donc déjà, merci pour ça. Je voudrais aussi remercier, bien sûr, les gens qui nous ont accompagnés dans ton sketch du jour. Non, je regarde pour cette présence-là. C'était ma première avec le book club. On l'applaudit bien fort. Merci beaucoup. Merci au book club, merci le matin. Merci aux éditions Rive Gauche aussi de m'avoir proposé de faire cette modération. Donc voilà, à la prochaine, j'espère. Et merci à encore tous. Une fois. Merci d'être là. Merci beaucoup.